Nous sommes 3 élèves de la classe de première S du lycée français Victor Hugo de Sofia. Ceci est notre TPE réalisé sous forme de vidéo. Nous allons nous intéresser au sujet du gluten, qui fait partie du thème matière et forme, proposé à notre réflexion. Notre problématique est: est-ce que le gluten est devenu nocif pour l'homme moderne? Bonjour, je m'appelle Raphaël. moi, je m'appelle Clara. Coucou! Et moi, c'est Lina. Salut Raphaël, qu'est-ce que tu manges? Je mange un muffin à la vanille, mon préféré. Beurre, du gluten, c'est mauvais pour la santé. Mais ce n'est pas vrai du tout, c'est quoi cette mode d'être allergique au gluten? Si tu ne me crois pas, écoute mon amie Lina. Elle est spécialiste au sujet du gluten. Venez les amis, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le gluten. Alors, c'est quoi le gluten? La définition du gluten dans le dictionnaire est partie protéique de la farine des céréales, substance visqueuse jouant un rôle important dans le gonflement de la pâte lors de la fabrication du pain. Le gluten est en fait un mélange de macromolécules. Il est composé principalement de gliadine et de gluténine. Une molécule du gluten n'existe pas. C'est pour cela qu'une formule serait difficile à établir. Le gluten est en fait formé d'une succession de 20 acides aminés, liés par des liaisons peptidiques. Un acide aminé est représenté par la structure type suivante. Cette structure comporte un groupe amine, une chaîne latérale et un groupe carboxylique. Ceci est appelé structure génétique des acides aminés. Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, le gluten est une succession de 20 acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. La chaîne obtenue peut être représentée de la façon suivante. Finalement, on obtient une extrémité azote terminale, puis en rouge, on voit la liaison peptidique, et enfin, on a l'extrémité carbone terminale. Ceci est la formation d'une liaison peptidique. Les gluténines de haut poids moléculaire forment des polymères liés par des ponts disulfure, qui sont des liaisons covalentes, stables et rigides. Ces derniers se forment aussi entre les gluténines et les gliadines. Cela contribue à la ténacité et l'élasticité du gluten. On peut observer ce phénomène dans le schéma ci-dessous. Ceci sont les liaisons disulfure intermoléculaires conférant l'élasticité. Les liaisons bleues sont les liaisons disulfure intermoléculaires et les liaisons vertes sont les liaisons disulfure intramoléculaires. Ceci est la représentation des liaisons covalentes et non covalentes du gluten. Nous avions utilisé le logiciel Rastop pour visualiser la molécule de gluténine qui est à l'origine de la perméabilité de l'intestin. Nous observons que celle-ci est composée d'atomes d'azote, de carbone et d'oxygène. Le gluten est une protéine qui fait partie de la famille des prolamines. C'est une protéine contenue dans de nombreuses céréales telles que le blé. Faisons une petite analyse du grain de blé. La portion comestible du grain de blé comporte 3 parties, dont la première est le germe, qui est en fait l'embryon du grain. Il représente 3% du poids du grain. Malgré sa très petite taille, le germe est la partie la plus riche en éléments nutritifs. Son contenu en lipides le rend facilement périssable. La seconde partie, ce sont les protéines, dont celles de la gliadine et de la gluténine. Ensuite, on a l'amande farineuse et enfin, on a l'enveloppe qui enveloppe toute l'intégralité de la graine. Voici la coupe longitudinale schématique d'une graine de blé. On utilise de la farine pour presque une infinité de recettes.
partant de la pizza, muffin, tarte, jusqu'au gâteau. Tout cela contient du gluten. Comment ça marche? Nous allons essayer de vous montrer avec cette expérience. Le gluten est composé de 2 protéines, la gluténine et la gliadine. En présence d'eau, ces 2 protéines changent de forme et se lient. Ce mélange est alors appelé gluten. Il a la propriété d'emprisonner l'air et de former des ballons. Il permet au pain de gagner du volume. Peut-on alors voir le gluten ou le saisir? Pour mettre en évidence la présence du gluten, nous pouvons réaliser l'expérience suivante. Dans un premier cas, nous allons utiliser de la farine 500 avec une élasticité élevée et donc qui contient du gluten. Dans un second cas, nous allons utiliser de la farine sans gluten, bread flour. On observe que la farine 500 n'est pas parfaitement blanche, alors que la farine bread flour sans gluten est blanche. En mélangeant avec de l'eau, on obtient 2 pâtes bien différentes. Elles n'ont pas la même taille et ne contiennent pas la même quantité d'amidon. Mais le gluten ne peut pas encore être vu à l'œil nu. C'est pour cela que l'on va ensuite enlever l'amidon en pétrissant la pâte avec de l'eau courante. Quand on remarque que l'eau devient transparente, c'est un signe qui montre que l'amidon a disparu. On remarque qu'on obtient 2 pâtes de taille différente. La première pâte, qui ne contient pas de gluten, se déchire très facilement, à la différence de la seconde pâte qui est, elle, plus élastique et plus volumineuse grâce à la présence du gluten. Pour montrer l'élasticité de cette pâte, celle avec du gluten, on va essayer de la traiter comme un ballon. On va le gonfler avec de l'air compressé. On utilise ainsi traditionnellement la farine 500 avec du gluten pour faire du pain, car elle permet une élasticité plus importante, comme on l'a vu agir comme un ballon en emprisonnant l'air. On voit que le pain à gauche contient du gluten, car on voit apparaître les bulles d'air qui ont été emprisonnées. Le pain à droite ne contient pas de gluten. Il n'y a pas de bulles d'air emprisonnées. Bon, je comprends, c'est visqueux et ça colle. Mais tu penses pas que malgré le fait de ses propriétés, le gluten n'est pas forcément mauvais et il n'est pas non plus à l'origine des problèmes dans notre organisme? Il y a même des scientifiques qui l'ont prouvé. Moi, je mange des produits avec du gluten et pourtant ça veut pas dire que je suis autiste ni retardé. Ici, je ne suis pas d'accord, mon cher Raphaël. Alors, si tu penses comme ça veut dire que tu ne sais pas que c'est à cause du gluten que presque une personne sur 10 peut développer cette maladie. Et c'est justement à cause du gluten que l'intestin grêle de certaines personnes devient perméable. Oh, les amis, ne vous disputez pas, vous avez tous les 2 raison. Alors, écoutez-moi. Pour mieux visualiser les différences entre les villosités intestinales normales et les villosités intestinales endommagées, nous avons établi l'expérience suivante. On a utilisé le microscope scolaire pour observer ces différences. L'intestin grêle contient de centaines de milliers de villosités. Ils sont de minuscules projections en forme de doigts qui ne sont visibles qu'au microscope. Le rôle principal de ces villosités est d'absorber les éléments nutritifs
comme par exemple les vitamines, les protéines, les glucides, le calcium, le fer, etc. Dans la maladie cœliaque, une réaction se produit lorsque le gluten est en contact avec ces villosités. Les villosités sont attaquées par le système immunitaire. Elles seront endommagées puis détruites totalement, comme on peut l'observer ici. Dans le document numéro 1, les villosités sont normales. Dans le document numéro 2, on a les villosités qui sont endommagées. Et dans le document numéro 3, on voit une absence complète des villosités intestinales. On se place au niveau de la paroi intestinale. Lors de l'injection d'un produit alimentaire contenant du gluten, la partie gluténine réagit avec une molécule, une autre protéine dans notre organisme, appelée zonuline. C'est une protéine dans l'intestin qui module la perméabilité des jonctions entre les cellules de la barrière du système digestif. Le zonuline, en réaction avec la gliadine, détériorise les villosités qui deviennent perméables. Donc on observe une réaction chimique qui se produit. Et tout cela est l'effet du gluten sur l'intestin grêle. Et alors, quels sont les symptômes de la maladie cœliaque? Les symptômes tels que perte de poids, fatigue chronique, anémie, aphte, dermatite herpétiforme, amenorrhée et retard dans la croissance sont souvent présents lors d'une intolérance chez un adulte. Or que chez les enfants, les symptômes sont un peu plus différents. On peut observer une diarrhée chronique, un manque d'appétit, un changement au niveau du comportement de l'enfant et aussi des boutons rouges sur les bras. Nous sommes allés dans le laboratoire Lina pour faire comprendre les différentes étapes du diagnostic. Dans un diagnostic d'un médecin, les deux conditions, dont celle de l'intolérance et celle d'allergie, ne doivent pas être confuses, car celles-ci peuvent avoir une grave conséquence sur le soin. Les allergies sont rares, or que l'intolérance au gluten est plus fréquemment rencontrée, car certains symptômes coïncident. La différence majeure est que dans le cas d'une allergie, les symptômes apparaissent presque immédiatement, après une consommation d'un produit contenant du gluten. Les symptômes vont se traduire par un léger manque d'air, apparition de boutons rouges irritants sur tout le corps, or que dans le cas d'une intolérance au gluten, les symptômes apparaissent 3 jours après la consommation de ces produits contenant du gluten. Ces symptômes se traduisent par un dysfonctionnement de notre organisme digestif, comme des ballonnements, un gonflement, la constipation, une colique chronique, maux de tête ou fatigue. Dans notre laboratoire, on teste l'intolérance de certains aliments, à peu près autour de 40-45, parmi lesquels se trouve le blé dur, l'avoine, l'orge, le lait, les œufs, différents types de poissons, différents types de légumes, parmi lesquels les légumineuses, poivrons, etc. On a différents types de fruits, parmi lesquels les fraises, les melons, les oranges, des noix et autres. Le test dans le laboratoire compte 45 aliments, parmi lesquels de la viande, du poisson, légumes, noix, fruits, céréales et beaucoup d'autres. À cause de la complexité de ce test, son prix est considérablement plus élevé que le prix d'un test pour une allergie. Mais ce test peut nous montrer avec précision auxquels aliments le patient est intolérant. Voici un test pour l'intolérance. Cette boîte est individuelle pour chaque patient. Dedans, on trouve les réactifs pour le test de l'intolérance contre ces 45 aliments. Ceci est une plaque individuelle qui est hermétiquement scellée et s'ouvre pour mettre l'échantillon. Un test déjà prêt ressemble à ceci. Chaque petit emplacement correspond à différents types d'aliments. Plus la couleur est bleue et abondante, plus le patient est intolérant. Ici, on voit que le patient est intolérant aux œufs, au lait, au blé, aux légumineuses et à la levure. Ce test
a aussi un autre avantage, c'est qu'il établit les raisons du surpoids. Pour les patients qui ont une intolérance pour un certain type d'aliments, il est bien de les retrouver parce que c'est en raison de ces aliments qu'on a tendance à gagner du poids. Quand on arrive à conclure qu'un patient a une intolérance pour un aliment, il est conseillé d'arrêter la consommation de cet aliment durant une période d'environ 3 mois. Puis, après cette période, d'essayer progressivement d'inclure cet aliment dans notre régime. Par contre, si dans ce test un grand nombre d'aliments apparaît bleu, alors il n'est pas possible de les exclure tous. Donc, il vous est conseillé de les exclure par étapes. Par exemple, on exclut un type pendant 3 mois, puis un autre, et ainsi de suite. Le test pour une intolérance se fait le matin, avant d'avoir mangé. Le sang se récupère pendant la semaine et les résultats sortent le vendredi. J'ai moi-même réalisé un test d'intolérance au gluten. Voici mes résultats. J'ai un taux beaucoup trop élevé qui dépasse la norme qui est de 0,5 et moi j'ai 3,75 unités par millilitre, ce qui est beaucoup. En conclusion, on peut dire que le blé que l'on consomme actuellement a subi de nombreuses manipulations génétiques depuis les débuts de l'agriculture, il y a 10 à 15 000 ans. Ces manipulations ont été le fruit de sélection et de mutations naturelles pendant des milliers d'années. Mais depuis plusieurs dizaines d'années, l'homme a opéré des modifications dans le génome des blés à l'aide des techniques de génétique qui ont donné naissance à de nouveaux blés. Les céréales qui contiennent du gluten ont tellement été transformées par l'homme ces derniers siècles qu'elles sont passées de 7 à 23 chromosomes, donc il est devenu impossible de les digérer. L'exclusion alimentaire, si vous n'êtes pas malade, est inutile. Éliminer le gluten de son alimentation n'est pas sans conséquences. De la même façon qu'on ne peut devenir végétarien ou végétalien sans étudier sérieusement l'impact de ces restrictions sur les apports en protéines, vitamines, minéraux et autres nutriments. Il faut voir de près avec un nutritionniste comment remplacer les nutriments essentiels contenus dans les aliments à gluten consommés traditionnellement. Car des carences en vitamines peuvent engendrer des maladies telles que l'anémie par exemple, qui est une maladie sérieuse et elle ne mérite pas qu'on s'en réclame sans que ceci ait été établi scientifiquement par un professionnel de la santé. Oui, il y a un lien entre l'autisme et le gluten. Selon nombreux articles, souvent les enfants autistes ont une intolérance au gluten et présentent une altération de la perméabilité intestinale liée à des intolérances ou allergies alimentaires. Donc, ce n'est pas puisqu'on est intolérant au gluten qu'on devient autiste, mais c'est justement le sens inverse. Bonjour, Je suis Elena. moi je m'appelle Mitko. Et moi, c'est Alexandra. Et moi, je joue le rôle de Lina. Moi je joue le rôle de Raphaël. Et moi, celui de Clara. On voulait remercier tous les professeurs qui nous ont encadrés tout au long de ces projets et nous espérons que ça vous plaît.